C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Semaine record pour les audiences de l'équipe du soir. Voilà. Continuez mes petits. On est là même jusqu'à dimanche soir. Pas de sondage du soir. Pour l'instant, on attend peut-être ce Bordeaux-Nantes pour vous concocter la plus belle question de l'univers de la Terre des sondages du soir, de l'histoire de l'équipe du soir. Encore que. Sébastien Tarago est notre président ce soir qui va diriger cette belle assemblée. Bonsoir président Tarago. Bonsoir Sébastien. Tout va bien? Tout va très très bien. Sébastien, vous allez devoir manier un vil peuple avec Grégory Schneider de Libération. Fantastique, voilà, c'est le John Travolta, voilà, c'est Bob Tari, notre Kényan. Deux bons pronos à la mi-temps, score final, nous explique un peu les coulisses de l'exploit de Lyon contre Manchester City. Bob, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, mais ils se sont pris un gadin derrière, donc retour sur terre mon Bobby, je suis désolé. Face à vous, il y a Ludovic Obraniak. Bonsoir à tous les amis. Ça va? Ouais. Être président, ça change un homme quand même. Hein. Ah ouais, quand je l'ai vu arriver, il n'était pas dans cette tenue-là. Ah ouais, j'avoue. Et le professeur de l'équipe du soir va encore dispenser de quelques cours aux chroniqueurs de l'équipe du soir. Certains soirs, il y a plus de besoins que d'autres. Tout de suite sur Schneider. Tout de suite le truc, mais tout de suite sur Grégo. T'as rien fait, J'ai rien dit. Et Johan Rioux et Candice Roland sont dans la cabine spéciale de Bordeaux-Nantes. Juste avant la prise d'antenne, il y avait 0-0. Racontez-nous la fin de cette rencontre, mes amis. Bonsoir. Bonsoir, mais bien, il a toujours 0-0 alors que nous sommes dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Il y en avait 3, il en reste une quinzaine environ avec les Nantais qui attaquent dans ces toutes dernières secondes. Mais on rappelle que les Nantais sont en supériorité numérique. Depuis la 20e minute, ils ont poussé, ils ont eu bien justement un peu plus le ballon, pas d'occasion. Et depuis quelques minutes, on a vu quand même les Bordelais se tenter, en tout cas sur des coups de pied arrêtés notamment. Donc il y a eu un peu de répondant du côté de Bordeaux en toute fin de première période qui vient de se terminer sur ce score de 0-0. Donc, mais c'est un match quand même avec beaucoup de déchets techniques, une première période assez compliquée. On voit qu'effectivement au niveau des réglages, on est encore très très loin du compte. Voilà, c'est une première mi-temps de cette nouvelle saison qui est assez décevante. Et même après l'expulsion, donc Nantes était quand même en supériorité numérique dès la 20e minute de jeu. Il n'y a pas eu beaucoup d'allant. On voyait Simon sur le côté gauche quand même essayer quelques dribbles ou pas, mais c'était vraiment pas folichon. Il y a eu quand même eu l'occasion énorme de la tête de Wang juste avant la mi-temps, mais franchement c'est décevant, il n'y a pas beaucoup d'allant. Ils vont pouvoir nous dire oui, il y a eu le Covid, oui ça a été une préparation compliquée, mais ils ont eu quand même largement du temps cet été pour se préparer et c'est vraiment pas emballant et énormément de déchets techniques. Et ben on reprend la main, c'est fini, c'est la mi-temps, 0-0 à la pause. 0-0, premier match de championnat, Bordeaux-Nantes comme ça, juste avant la rencontre. On se dit à la mi-temps, 0-0. Est-ce que finalement, ce qu'on a vu et le score, est-ce que c'était couru d'avance? C'était très plausible. On sait les difficultés de préparation qu'ont eu les deux clubs. Bordeaux, voilà, on sait dans quel contexte ils se... Match de préparation annulé pour cause évidemment. Voilà, et exactement, changement d'entraîneur qui découvre un groupe qui n'a ni choisi ni préparé vraiment lui-même. Donc il y a toutes ces raisons-là. Et Nantes est aussi touché par différents cas de Covid qui certainement touchent le groupe, enfin le rendent pas intègre, quoi. Donc franchement, pour un match de reprise dans ces conditions, honnêtement, je tombe pas de l'arbre. Moi, j'attendais un peu mieux de Nantes quand même, parce que c'est un effectif assez stable. Ils étaient quasi tous là l'année dernière. Les autres aussi, Oui, mais comme dit Dave, le coup de Gasset qui arrive. Tandis que Nantes, non, c'est quand même le même entraîneur, c'est quand même un projet de jeu. Or, tout ce qu'ils ont fait en première mi-temps, c'est les coups de boutoir de Simon côté droit. Parce que toutes les occasions viennent de lui. Donc il a mis Sabali à l'envers. Greg, expliquez-moi, soyez pédago, parce que moi j'ai juste vu un tir mollasson de Simon à la 27e minute. Il est passé à chaque fois, il est passé tout le temps. Alors après, les centres étaient mal dosés, mais il est passé tout le temps. Après, c'est Koscielny qui coupe à chaque fois, mais il est passé tout le temps. D'accord. Bob et Ludo, bonsoir. Bon, après, on peut pas. On commence, donc on va pas commencer à taper sur le niveau, mais quand tu as 7 semaines de préparation, tu t'attends au moins à ce que ça soit un peu mis au niveau technique. Moi, je veux bien qu'on commence déjà à trouver des excuses sur Gasset, les explications. Mais bon, savoir faire une passe à 4 mètres, t'as pas besoin, si c'est pas le changement d'entraîneur ni qui crée un moment donné, alors, le si niveau tu regardes technique. la Ligue 1 toute l'année, tu vas voir, ça, il n'y a pas besoin du Covid pour ça. Non, là, franchement, je trouve que c'est... Bon, je sais pas, est-ce qu'il faut attendre un peu moi, je regarde... tu peux pas être surpris, Ludovic. Un peu quand même. Non, parce que tu te dis, t'as jamais eu autant de temps quasiment pour travailler.
Donc tu te dis, les équipes, elles ont quand même eu le temps de travailler des circuits de passe, des schémas préférentiels, de travailler un peu plus que d'habitude. Donc je m'attendais pas physiquement à avoir un truc exceptionnel, mais je m'attendais à ce que ça soit un peu plus propre tactiquement. Si je travaille pendant 5 mois d'affilée, je vais pas mettre des frappes d'un LULU à 45 mètres. Donc la qualité des joueurs, elle est scalée. Elle n'a pas changé, elle ne s'est pas améliorée avec le confinement, elle ne s'est pas détériorée non plus, mais ce n'était pas forcément évident à détériorer. Et voilà, on sait ce qu'on a. C'est comme ça. Les Nantais étaient tous là, enfin, ils étaient tous sous contrat la saison dernière. Ouais, mais, on voit les non, mais entraîneurs, d'accord, mais à leur décharge quand même, ils ont une préparation plus que tronquée. Ils n'ont eu que des problèmes avec le Covid. Ils ont quand même, ils ont de fortes excuses. Toutes les équipes qui, globalement, n'ont pas pu faire de matchs amicaux ou n'ont pu faire que très peu de matchs amicaux, on peut quand même les dédouaner de 2-3 choses, malheureusement. Mais tu sais, c'est vrai, mais il va falloir qu'on prenne le pli, parce que ça va être tout le temps, ça va jamais s'arrêter. Je crains que ces problèmes ne se résolvent pas, donc il va quand même falloir qu'on s'habitue à ce qu'on est en train de voir dans ces cas. Enfin, hélas. Bob Tari, sur ce que vous avez vu là, et sur en général votre connaissance, qui est préparateur physique de l'AS Monaco, sur cette période où il y a des matchs amicaux annulés, des choses comme ça, est-ce que finalement c'est logique ce qu'on voit? Oui. Le sentiment un peu d'à peu près. On a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment que c'est un match de fin de prépa, c'est-à-dire qu'on retravaille certains automatismes, parce que forcément quand on ne fait pas de match ou très peu de matchs amicaux, on ne crée pas de lien entre les joueurs, parce que c'est important qu'il y ait des connexions sur le terrain, sur un match pour créer une liaison spécifique entre les latéraux et ainsi de suite. Moi je vous dirais, les joueurs se connaissent quand même, enfin se découvrent pas. Là, c'est oui, les mais effectifs l'entraînement c'est une chose, la prépa c'est une chose, mais le match contre une adversité où on doit impulser un rythme et on doit justement juxtaposer le physique et le technique. Et c'est dans les matchs à proprement dit qu'on arrive ou pas à faire cette alchimie-là. Et force est de constater que sur ce match-là, que ce soit Nantes ou Bordeaux, alors bien entendu qu'ils ont eu le temps de se préparer cette semaine, mais le fait de ne pas faire de matchs amicaux, retrouver du rythme, c'est pas aisé. Tu sens qu'il y a un côté attentiste où tu sais pas encore où tu en es exactement, ça joue beaucoup latéral, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de grosse prise de risque, on sent que tu es encore dans... Là où je remarque vraiment que c'est vraiment un match de fin de prépa, c'est sur l'engagement. Ouais. C'est-à-dire l'engagement, l'impact, c'est-à-dire on pourrait se dire, bon ben là, ça fait X mois qu'ils n'ont pas joué, on aurait pu se dire, ouais, ils ont la dalle. Ouais. Alors que là, tu as l'impression attention à notre perception, parce que là, il y a environ 5000 spectateurs, mais ça résonne creux, ça sonne creux quand même, et notre perception est forcément conditionnée par cela. C'est-à-dire que toutes les fausses ambiances qui sont mises par exemple, l'UEFA sur les matchs de Ligue des Champions participent au spectacle. C'est évident, dans notre perception, c'est impossible autrement. Et quiconque a vu des matchs à huis clos se dit immédiatement, oh là là, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'engagement, c'est décevant. C'est toujours comme ça. Et là, c'est pas un match à huis clos, mais bon, on n'est pas loin non plus. C'est pas vraiment l'ambiance, c'est plutôt les derniers matchs qu'on a vus. C'est surtout les mouvements, moi, je trouve qu'ils sont... Quand je parle d'automatisme, c'est ça, c'est les mouvements proposés. Tu vois, par exemple, la gestion des latéraux, par exemple, quand on est premier match de la saison, quand tu as un latéral qui n'est pas capable de faire un centre dans les 6,50 m, alors que ça fait que 25 minutes qu'on joue, c'est clair qu'en fait, je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. Là où on voit que c'est particulier, il faudra faire vraiment le bilan à la fin du week-end. Mais souvent, les week-ends de reprise en août, souvent, ils sont très bons. C'est vrai. C'est là même. Régulièrement, vous pouvez faire le truc. Tous les ans, on a le débat, parce qu'il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup d'allants. Est-ce que la Ligue 1 elle a changé un peu de culture? Est-ce qu'on va assister à un championnat plus ouvert? Parce que souvent, il y a beaucoup de buts l'été. On se fait avoir par le flirt des vacances. Ouais, un petit peu, c'est ça. Mais tout le monde joue un peu plus libéré parce que tu n'as pas la pression du résultat, parce qu'il y a des équipes qui sont prêtes très spécifiquement. Je me souviens à l'époque, Lorient, souvent, c'était une équipe qui était prête très tôt et tout. Et on va dire que le côté un peu conservateur, un peu plus prudent, il arrive un peu plus tard dans la saison quand ça commence, les points ils commencent à valoir plus cher. Mais là, alors on va voir comment va se passer ce week-end. Mais franchement, je serais pas étonné qu'on soit sur des trucs plus figés, plus prudents, comme tu dis, parce que les préparations sont tronquées. Bordeaux-Nantes 0-0 à la pause. Voilà, on espère qu'il y aura des buts. France Piron, je ne lui ai pas dit bonsoir, pardonnez-moi France. Bonsoir Francette. Bonsoir Olivier, ça va. Je voulais vous alerter parce que d'habitude je râle, mais là je vous pardonne. Il se passe des choses. Ce vendredi 21 août, jour de reprise de la Ligue 1, vous le savez, 9 nouveaux cas
de joueurs positifs. Ça a monté tout au long de la journée. 2 cas à Nice, 1 cas à Lens, en sachant que ces 2 clubs, vous le savez, se rencontrent ce dimanche. On peut commencer à s'inquiéter. 2 cas confirmés à Nîmes, ça fait 4 au total pour le club nîmois. 1 cas à Brest. Là aussi, il y a Nîmes-Brest qui est censé se jouer demain. 1 cas également à Monaco, 1 cas à Angers. Et puis, on vient de m'apprendre à l'instant, connexion avec la tablette, un cas à Saint-Étienne, un joueur de l'effectif professionnel qui a subi un test de dépistage positif. Donc ça s'accélère. On en est à 9 cas aujourd'hui, messieurs. Voilà, avec le match Nice-Lens de dimanche qui pourrait éventuellement être reporté. On a rencontré ce midi Patrick Vieira qui était en conférence de presse, qui est inquiet pas forcément pour ce week-end. À l'époque, il n'avait pas encore toutes ces infos-là, mais il est plutôt inquiet pour la suite de la saison. Écoutez Patrick Vieira. Je suis inquiet sur la tenue du match, je suis inquiet pour la suite aussi, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Faudra s'adapter, faudra faire avec. Mais c'est vrai que c'est difficile de planifier, c'est difficile de s'organiser. Mais tous les clubs auront le même problématique. Un championnat de France tronqué devient-il inéluctable? À cette question, il nous a répondu oui, c'est Dave Apadou. Dave, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs et convaincre l'ensemble du plateau. C'est à vous. On l'entend dans les propos de Patrick Vieira. On avance vers l'inconnu, c'est-à-dire que la préparation elle-même est quelque chose de tronqué, puisque tout le monde n'a pas pu avoir le nombre de matchs nécessaires pour se préparer. Il y a déjà des disparités à ce niveau-là. Certains clubs sont plus impactés d'autres par des cas de Covid, donc vont se retrouver privés de certains éléments parmi les meilleurs parfois pour des matchs, et évidemment ça va altérer les valeurs. Certains matchs vont être reportés et pas d'autres, donc qui va impacter le calendrier de certains clubs et pas d'autres. Je serais même étonné finalement que, compte tenu de ce qu'on voit, le championnat puisse être disputé dans son intégralité sur les 38 journées. Je ne serais pas étonné finalement que, là encore, ce soit un championnat corrompu dans le sens interrompu. Et voilà, et tout ça fait que ce sera un championnat, je ne dis pas injuste, mais forcément impacté et quelque part tronqué. Ok, 1 minute ou moins pour vous convaincre, chers téléspectateurs. Dave va-t-il emporter le morceau selon vous? Et parmi les chroniqueurs, convaincants ou pas? Habillage à la... Oui. Moi, tant que j'ai Bob, ça va. Ah oui, et Sébastien Tarago, président de l'équipe du soir. Mais vu qu'il est toujours avec Bob. Oui, d'accord. T'attendras la prochaine fois. Sébastien, pas non. Non, mais tronqué, ça veut dire quoi? Parce qu'il a parlé un petit peu de tout, Dave. Tronqué, ça veut dire en gros raccourci. Oui, on joue pas tout. On joue pas tout. Donc à la fin, il va sur cet élément-là. Mais avant, il parle d'autre chose pour moi. C'est pas le terme tronqué. Moi, il sera injuste. Faussé. Faussé, évidemment. Évidemment. Il y a des équipes qui vont être plus désavantagées que d'autres, parce qu'ils seront davantage touchés par le Covid-19. Mais tronqué, peut-être que Dave aura raison, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer cet hiver au niveau de l'épidémie. Est-ce que l'épidémie va repartir dans des proportions encore plus importantes, et surtout, est-ce que la maladie va redevenir plus grave? Sachant qu'il y a très peu de marge de manœuvre Bien sur les sûr. reports de date. Mais c'est une possibilité, peut-être que ça te donnera raison. Mais je pense que la Ligue va devoir de manière urgente revoir son protocole. Et si la Ligue revoit son protocole, je pense qu'il y aura davantage de matchs qui se disputeront. Tout est entre les mains de la Ligue et des autorités, puisque tout se fait main dans la main pour le coup. Mais je pense que ce n'est pas possible de rester sur un protocole aussi strict. L'UEFA aujourd'hui, si tu as 13 joueurs disponibles, tu dois jouer ton match. Rappelons simplement pour nos téléspectateurs que 4 joueurs ou 4 personnes donc faisant partie du staff d'un club donc positif au Covid-19 dans une même équipe égale match annulé. Et vous l'avez rappelé, Sébastien. Match annulé, match reporté, pardonnez-moi. L'UEFA propose un protocole beaucoup plus souple avec 13 joueurs négatifs. Voilà, s'il y a 13 joueurs qui sont négatifs au test, on joue. Marseille n'a pas pu jouer, par exemple, ce soir. Oui, mais ça, il aurait dû jouer. Bah oui. Il aurait dû jouer. Ça aurait été une forme d'injustice pour ce club-là. Mais non. Mais à un moment, on sait bien que malheureusement, on est obligé de faire très attention pour essayer de ne pas attraper ce virus. Personne n'est à l'abri, personne n'est parfait. Moi, je suis loin d'être parfait, je fais du mieux possible. Mais on sait aussi que, c'est Bernard Lyons, je crois qu'il le disait hier ou avant-hier, qu'il y a aussi certains joueurs qui manquent un peu de prudence.
Eh ben, de la même manière qu'on doit être prudent sur l'alimentation, de la même manière qu'on doit être prudent sur la préparation physique, eh ben, aujourd'hui, malheureusement, il faut être, mais quand tu es sportif de haut niveau, il faut être déterminé. Sébastien, deuxième minute pour convaincre Sébastien. Attention, Non, Ludovic mais c'était pas intéressant. Non, Ludovic Aubragnac. Grégory Schneider. Bon. Ludovic Aubragnac. D'abord Ludovic. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où Dave dit il commence en disant qu'on part un peu dans l'inconnu. Ouais. On part pas dans l'inconnu. On a des clubs qui ont fait ça avant nous et des pays qui ont fait ça avant nous. Et qui ont joué continué pendant un le Covid. championnat, qui ont joué pendant le Covid, en plein. Disons que c'était plutôt chaud au moment où ils ont décidé de prendre la décision de continuer. Si tu te rappelles bien, tu te rappelles bien, au départ, il y avait quelques cas aussi dans des clubs. Ouais. Bon, ça les a pas empêchés forcément de ne pas finir leur championnat. Sur un temps court, c'est-à-dire sur un mois. Oui, mais Là, c'est sur une saison. je crois que c'est une belle. Je crois que ce qui est en train d'arriver, c'est une piqûre de rappel importante où les joueurs. Moi, j'ai écouté hier un témoignage chez certains de nos confrères qui expliquaient que les joueurs n'étaient pas précautionneux. Quoi. Ils ne prenaient pas toutes les précautions nécessaires et qu'ils prenaient ça un peu par-dessus la jambe. C'est vrai qu'on a eu une accalmie qui fait que les gens, à un moment donné, ça a été tellement lourd tout ça, que les gens se sont un peu plus détendus. Et je crois que nos joueurs aussi l'ont fait. Et nous, on arrive justement dans une fin de stage où il y a dû avoir quelques jours de libre. Les mecs se sont engouffrés là-dedans pour un peu se changer les idées, partir à droite, à gauche et faire autre chose. Il faut revenir à un protocole qui soit beaucoup plus précautionné pour le joueur. J'en appelle à leur responsabilité. Il y a des cas, ils vont les mettre de côté, ils vont faire un peu plus attention. Je pense qu'on va pouvoir continuer quand même malgré tout. Dave, vous étiez, Grégory, vous n'étiez pas tout à fait convaincu par Dave. C'était quoi le point de... vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui... Je trouve que le championnat de France, au contraire, c'est vrai que c'est un protocole strict, et en faisant ça, ils essayent quand même de sauver une espèce d'équité sportive. Parce que je vais reprendre l'exemple qu'a donné Sébastien tout à l'heure. S'il y a 13 joueurs sur 25 de la liste A, on joue. Attendez, moi je vais vous enlever 12 joueurs du PSG. Je ne vais pas les choisir au hasard, ce sera une parodie, le match de dimanche, si je vous sors les 12. Donc ils essaient quand même, avec 3-4 cas, ils essaient quand même de préserver ça. C'est-à-dire de préserver une relative équité par rapport aux sélections. En gros, ils essayent de faire bien la Ligue. Excusez-moi, voilà. le protocole... Si je vous enlève Marquinhos, Mbappé, Navas, oui, et la finale, c'est même pas la peine de la jouer parce que ça fait 10-0. Et si c'est donc il y a quelque chose qui... Ça, en foot, on peut... Non, mais écoutez, alors, dans le championnat russe, il y a des équipes qui ont... Dans le championnat russe, il y a des équipes qui ont pris 10-0 parce qu'ils ont dû envoyer les juniors. Parce qu'il y a... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé la Ligue. Alors, peut-être maladroitement, mais ils ont essayé de sauver quelque chose de l'équité sportive. Bob Tari. Moi, je suis d'accord avec Dave parce que j'ai la sensation que cette maladie, nous n'avons pas de perspective. On ne sait pas comment notre civilisation va gérer dans les semaines et les mois à venir. Déjà, à partir de 4, on devient un cluster. Oui. La seule solution pour que ça aille au bout, il faut qu'on organise une bulle, comme ce qui est fait actuellement avec la Ligue des Champions ou comme ce qui est fait au basketball en NBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité n'est pas seulement les joueurs, c'est aussi le staff, c'est aussi les gens du club. C'est-à-dire que toutes les personnes travaillant dans un club et qui sont en contact au quotidien ont une responsabilité. Et ça va au-delà des joueurs, parce que les joueurs, bien entendu, on va les sensibiliser, les familles, les amis des amis. Les familles, on fait quoi C'est une araignée, donc il faut absolument qu'ils arrivent à gérer ça et ça va être très compliqué. Bob Tari, vous êtes à peu près de la même sensibilité que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est intervenue ce matin. Enfin, elle n'a pas dit la bulle. Je ne suis pas sûr que ce soit rassurant pour toi. Ça me rassure de ne pas être de la même sensibilité. Écoutez, elle était sur Europe 1, notre ministre des Sports. C'est un calendrier très chargé et déplacer des matchs, au bout d'un moment, ça va faire des bouchons dans le calendrier. Donc nous allons étudier attentivement avec Olivier Véran aussi ces conditions, j'allais dire, de mise en quarantaine des équipes. Conditions de mise en quarantaine des... Ouais, elle va souplir, elle va aller vers le protocole, elle va aller vers un truc beaucoup plus souple, type UEFA, c'est à peu près ce qu'elle nous annonce. Ah, moi j'ai compris que c'était sous bulle, moi. Mise en quarantaine. Mais, attendez, mais comment vous les joueurs sont mariés, ils ont des gosses. Comment vous attendez, la femme d'un joueur, vous allez séparer un joueur de sa femme parce qu'elle bosse dans une crèche sur un temps court, restreint, précis. Sans les familles. Voilà, ça se joue. C'est jouable sur l'ensemble d'une saison. C'est impossible. Ils ont une famille, les mecs. Leurs femmes travaillent parfois. Augmentation de mise au vert.
Mais vous allez quand même, on va pas les couper de leurs femmes et de leurs gosses pendant 8 mois. Non, augmentation de mise au vert. 72 heures avant. Oui, mais Bordeaux, d'accord, vous allez dans des hôtels. Nantes, oui. Bon, bah vous allez dans des hôtels. Mise au vert, c'est dans un hôtel. Donc dans un hôtel, vous allez avoir tout le personnel de l'hôtel. Vous allez avoir donc les proches de tout le personnel de l'hôtel. Ça, Greg, c'est l'organisation. Ouais. Ça, c'est l'organisation du club. Il y a des team managers qui sont là pour mettre des protocoles en place. C'est comme quand ils réservent des hôtels, tu les réserves 6 mois à l'avance parce que tu sais le calendrier, ainsi de suite. Après, tu peux très bien négocier une partie d'un hôtel, X chambres, il n'y a personne qui rentre. Ils ont fait ça en Allemagne. Voilà, justement. je veux dire, ça c'est de l'organisation structurelle pure. Mais après, c'est augmenter bien entendu les mises au vert, faire des tests PCR 48 heures avant le match. Ça veut dire que 72 heures avant, les joueurs sont regroupés. Alors que c'est sûr que si tu as 2 matchs dans la semaine, ça veut dire que les joueurs ne rentrent pas chez eux de la semaine. Mais après, la situation, elle est telle que quelle est la solution la plus adéquate par rapport à la problématique actuelle? Sur le plateau de l'équipe du soir, lundi soir, Gervais Martel et Raymond Domenech pointaient la difficulté de trouver de nouvelles dates. Vous l'avez rappelé, certains chroniqueurs, pour faire jouer les matchs en retard, parce que le calendrier, n'est pas extensible. Et puis lundi, dans l'équipe du soir, juste avant le départ pub, Gervais Martel nous glissait ceci. J'étais en train de vous dire, j'étais très inquiet si malheureusement la pandémie ne s'arrête pas, parce que je pense que le championnat, il y a des matchs qui ne pourront pas se jouer. Donc il pourrait peut-être y avoir un classement au quotient. Le classement au quotient, on y reviendrait. La saison dernière, le classement au quotient a été fait pour établir le championnat, un classement final. La 28e journée, ça s'est arrêté. Donc on a pris le nombre de points marqués par l'équipe et on l'a divisé par le nombre de matchs joués. On obtient le nombre de points moyens par match. Voilà, et c'est pareil. Donc, a été, non, mais c'est ça. Après, quand on a des retours un petit peu à l'intérieur des clubs, que ce soit au niveau des dirigeants, des entraîneurs particulièrement, parce que les joueurs à mythe, ils sont là, ils jouent, quoi, ils se préparent pour jouer, mais ceux qui ont des perspectives, il y en a beaucoup, je veux dire, ils le disent un peu à demi-mot, mais ils disent, honnêtement, ils ne voient pas comment ça va pouvoir se disputer en intégralité, parce que avec le fameux calendrier où il y a très très peu de marge de manœuvre, finalement, c'est compliqué. Ouais, c'est des injustices aussi. Si tu as 3 reports à caser dans 2 semaines et demie, c'est des injustices aussi. Dave, vous avez été convaincant à 79%. Dans quelques minutes, Paris Saint-Germain-Bayern à J-2 ou dans la nouvelle de Navas et de Verratti. À tout de suite. Mes amis, un Grégory Schneider exceptionnel. L'anthologie. C'était pendant la pub. Grégory est avec nous, Bob Tari et l'autre ami du soir, Dave Apadou, Ludovic Obraniak et le président, c'est Sébastien Tarayo. Paris Saint-Germain-Bayern, J-2 à 2 jours. Hey, Candice, Johan, qu'est-ce qui se passe? Il y a un but à Bordeaux-Nantes? Non, il n'y a pas de but. On arrive à l'heure de jeu, toujours 0-0. On a vu cependant une énorme frappe magnifique du côté nantais de la part de Pedro Chirivella, le jeune espagnol. On la voyait dedans, vraiment. On voyait même peut-être le but de la saison, mais ça passait donc juste à côté. Un seul changement seulement dans cette rencontre, c'est à la mi-temps l'entrée de Rémi Houdin pour Bordeaux à la place de Maja. Peu de changements donc de la part des deux entraîneurs qui, bien pour l'instant, ont bien du mal à trouver des solutions parce que ce match a du mal vraiment à partir et on voit les joueurs qui sont quand même en grande difficulté technique. Merci beaucoup Candice, merci Johan. Paris Saint-Germain-Bayern, on est à J-2. Navas et Verratti sont revenus dans le groupe. Après une blessure au mollet, Verratti a joué 11 minutes contre Leipzig en demi-finale et est à la disposition, il nous l'a dit hier, de Thomas Tuchel. Quant à Navas, il a repris hier le chemin de l'entraînement, je précise entraînement collectif. Rappelons que Navas a été victime il y a 9 jours d'une élongation à la cuisse droite, ischio-jambier, contre l'Atalanta Bergame. Alors aligner des joueurs, en finale, qui reviennent de blessure, est-ce tentant de prendre le risque? Habillage à l'américaine. On tente ou on tente pas, Ludo? Pour l'un, oui, pour l'autre, non. Un suspense, mais de qui s'agit-il? Dave Apadou? Pareil, je tente pour l'un, pas pour l'autre. Ah, d'accord. Greg Schneider? J'aime pas ça, ces prises de risque. Donc c'est Verratti qu'il faut jouer et Navas qui Eh ben non. Je le connais. Pourquoi donc? Navas, c'est pas la même exigence. C'est quelqu'un qui se connaît bien, un gardien. Bon, on peut plus ou moins gérer. Verratti, ça m'inquiète un petit peu plus, dans le sens où l'intensité que cela va demander au milieu de terrain,
notamment pour contenir les assauts bavarois et notamment pour organiser le jeu et se projeter, parce que il va falloir suivre les courses de Goretzka, il va falloir gérer Kimmich ou moi j'y crois pas une seconde que Kimmich va jouer au milieu et Alcantara. Donc est-ce que tu prends ce risque-là dans une finale où d'ailleurs ton milieu à 3 a plutôt bien fonctionné avec des mecs qui ont fait le boulot et qui sont plutôt armés pour pouvoir répondre sur ce match-là? Moi je garderai Verratti au frais. Voilà, je vois un peu le déroulement du match et si vraiment il y a besoin, tu le fais rentrer à 1 heure de la fin, à la mi-temps, ou là tu prends le risque. Mais le faire commencer, pour moi, c'est trop risqué. Il y a une... Ah, je vais demander au docteur Tari. À 1 heure de la fin Non, parce que j'ai l'impression que vous avez à peu près la même chose. Bob, Ludo, l'un, pas l'autre. À l'heure de jeu. Donc Navas, oui, Verratti, non. On en a un qui va faire maximum 4,5 km dans le match. Le Navas. L'autre qui Et devra il y en a faire un 13. qui devra faire 11 km à minima, avec des intensités diverses et variées, qui va forcément être dans la gestion, malheureusement, même psychologique, parce qu'il sait pas, il n'a pas les certitudes forcément que son mollet va tenir. Et là, on est dans une finale de Ligue des Champions. En face, c'est un rouleau compresseur. Il ne faudra pas compter ses efforts et justement être dans cette capacité, et dans cette lucidité à faire le geste juste, à faire les efforts justes. Et je ne suis pas certain qu'il ait les réponses à certaines de ces certitudes en si peu de temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple, c'est qu'avant de remettre un joueur de ce niveau-là sur le terrain, il faut qu'il ait fait un maximum de courses, un maximum d'intensité, un maximum de kilomètres sur une séance d'entraînement pour se dire, même sur plusieurs séances d'entraînement, à vrai dire, pour se dire, bon, il peut jouer 20 minutes, il peut jouer 30 minutes, il peut jouer une mi-temps. Là, il a joué 10 minutes contre Leipzig, mais on a senti que c'était... À 3-0. Voilà, c'était pas timoré, mais tu sentais qu'il n'était pas... Bob, je vous mets juste sur pause parce que notre président était tenté, mais tenté par les deux ou il y avait une nuance? Non, mais je réponds surtout si je suis entraîneur. Je pense que ça peut être tentant pour un entraîneur. Pourquoi? Parce que Verratti, il est 10 fois plus fort que les deux autres. Et qu'il te change ton milieu de terrain. Je suis ravi du parcours du Paris Saint-Germain, mais je ne peux pas oublier le match que j'ai vu et les matchs que j'ai vus, notamment le quart de finale. Et le milieu de terrain, sur le plan technique, était calamiteux. Ça, c'est une réalité. Ça allait mieux en demi-finale face à un tout petit adversaire. Mais sur le plan technique, Verratti te change une équipe. Donc je me dis, si les données physiques à l'entraînement sont bonnes et que le risque, c'est la rechute, si je suis entraîneur, je peux me dire que je vais tenter le coup. Moi, comme ça, je ne le fais pas. Mais si je suis entraîneur, je peux me dire que je vais tenter le coup. Pourquoi en plus? Parce que dans cette compétition, on n'a pas 3 changements. T'as 5. On a 5 changements. Et si il pète au bout de 20 minutes, ce sera triste, mais il y aura d'autres possibilités pour l'entraîneur de coaching. Et c'est ça souvent le problème quand on prend un risque avec un joueur, c'est de le perdre au bout d'un quart d'heure. Parce que derrière, on n'a plus que 2 changements, et en fait un seul. Parce que le dernier changement, tu es obligé de le garder pour une éventuelle blessure à la 80e. Et donc là, je trouve que cette formule change un petit peu la donne. Psychologiquement, tu ne peux pas mettre les mecs dans des bonnes conditions, Dave. On ne peut pas, parce que, imaginons, il rentre, il se teste, au bout d'un quart d'heure, il sort. Ça veut dire que le mec qui rentre à sa place, il est conscient que même Verratti sur une jambe, ou du moins diminué, il est plus... je crois qu'avec des mecs il n'y a pas de problème. Il est plus fiable que le mec qui va rentrer. Paredes. Moi, je pense que ça met un coup derrière la tête de l'équipe s'il sort au bout d'un quart d'heure, et ça ne met pas celui qui rentre dans les meilleurs. Si c'est Rabiot, oui. Mais si c'est Herrera ou Paredes, non. Moi, j'ai pas de doute sur l'état d'esprit. Je te dis pas sur l'état d'esprit, je te dis sur la confiance du joueur. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont choisi aussi des mecs comme ça. Je partage complètement ton à une réserve près. C'est que Verratti, sans ballon, face à cet adversaire-là, c'est pas avec ballon. Avec ballon, oui, il sort du pressing, il est unique. Mais sans ballon, est-ce qu'il est vraiment plus fort que Herrera et Paredes? Je suis pas sûr. Aussi. Mais juste pour finir, par rapport à mon propos, c'est un joueur qui a un centre de gravité très bas et qui a des mollets assez développés. Et mine de rien, il a du pied. C'est-à-dire qu'il a un appui très, très dynamique. Donc, il sollicite beaucoup ses mollets. Et donc, dans le jeu sans ballon, il va courir, hein. il va galoper contre le Bayern. Donc, la question, c'est la gestion de ce cas-là. Si tu le fais débuter, ça veut dire que tu dis à Herrera ou à Paredes de se tenir prêt. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout que tu peux mettre en difficulté psychologiquement ton équipe. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple.
Quand c'est Mbappé sur du ligamentaire, on est sur un truc où tu sais que la récup, les soins sont importants. Mais du musculaire, oh, tu es sur une corde raide. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple, c'est Dybala contre Lyon. Il rentre, c'est du musculaire, tu sens que ça tient pas, ça pète, c'est fini. Et Navas, c'est juste pour c'est différent parce que Navas, il est dans les buts, il va jouer sur d'autres filières, il devra juste s'assurer de bien dégager le ballon au pied. Et s'il n'y arrive pas et qu'il ne veut pas prendre de risque sur les 6 mètres, ça sera quelqu'un qui le fera. Donc là, on n'est pas dans la gestion. Tu vois, pour Verratti. Alors que Navas, c'est dans la gestion. Tant qu'il peut garder ses buts, il n'y aura pas de problème. Mes amis, c'est déjà la fin. Convaincu ou pas? Est-ce qu'on a le résultat, David? On l'a fait tout à l'heure. Oh là là. Fatigué. J'ai besoin d'une pause, non? J'ai besoin de parler à l'homme de la publicité, Grégory Schneider. Pause. Docteur Schneider, consultation avec vous dans quelques secondes. A tout de suite, mes amis. En compagnie de Bob Tariq, de Grégory Schneider, Dave Apadou, Ludovic Obraniak. Le président ce soir, c'est Sébastien Tarago. Le JT Express, vive la France, France Piron, bonsoir France. Et Covid en Ligue 1, la série continue. Oui, et on va arrêter de rigoler parce que c'est quand même le jour de la reprise en Ligue 1. 9 nouveaux cas de joueurs contrôlés positifs au Covid aujourd'hui. On rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même important. 2 cas à Nice, 1 cas à Lens. On rappelle qu'il y a quand même Nice-Lens qui est censé se jouer dimanche soir. 2 cas confirmés à Nîmes, ça fait 4 au total pour le club nîmois. 1 cas à Brest, il s'agit de Christophe Herrel qui a été contrôlé positif. Là aussi, il y a Nîmes-Brest qui est censé se jouer demain. 1 cas à Monaco, 1 cas à Angers, 1 cas à Saint-Etienne. Ça fait 9 aujourd'hui et la journée n'est pas finie. La Ligue 1 est de retour, mais la Ligue des Champions est dans toutes les têtes. Oui, on continue notre petit tour des coachs qui soutiennent les Parisiens à propos de la finale de dimanche, bien sûr. Hier, on avait écouté, souvenez-vous, Galtier, Julien Stéphan. Aujourd'hui, c'est Patrick Vieira, entraîneur de Nice, qui s'est exprimé au micro de Mickaël Lefebvre. On y va. Paris a la chance d'être en finale et je pense qu'ils sont quand même favoris par rapport à ce qu'ils ont montré en quart et en demi. Et j'espère qu'ils vont soulever cette coupe parce qu'ils se donnent les moyens de réussir. Et j'espère qu'ils vont vraiment gagner cette compétition. Ça serait une très bonne chose pour eux, mais aussi pour la Ligue 1. Quand on regarde la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain, le niveau international de ces joueurs, l'expérience d'avoir joué une Coupe du Monde, d'avoir fait des finales de Coupe du Monde, je pense que Paris est bien armé au niveau de l'expérience. 2 choses à vous dire. Félicitations à l'ingénieur lumière de la salle de presse. Voilà, le coach ou le joueur est enfin bien éclairé. Merci beaucoup. Voilà, il faut saluer quand les clubs de Ligue 1 progressent. Si Paris gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça rejaillirait sur la Ligue 1? Parce que là, ils soutiennent tous. Est-ce qu'il y aura un effet de ruissellement? Je reste persuadé que non. Pourquoi? Mais ça me... parce que c'est pas un club français. Enfin, je veux dire que vous allez faire croire ça. Club du championnat. Mais non, mais il n'y a aucune honte. Hein. Oui. C'est-à-dire, on a pris 15 des meilleurs joueurs de leur époque et on les a mis là. Donc entraînés par un Allemand sous capitaux qataris, mais il n'y a aucune honte. Hein. Le football, c'est ça. Mais c'est hors sol. C'est hors sol. Il y a pas de. Regardez, par exemple, ils n'achètent pas de joueurs français ou de joueurs du championnat de France. Ça aurait été le cas de Lyon, par exemple. À part Mbappé, mais Mbappé, c'est quand même autre chose. Mais sinon, mais ça aura forcément un impact sur les Ligue 1. Moi, je reste parce que à travers cette aventure, je pense que c'est déjà gagné. À travers cette aventure, la dynamique négative autour du Paris Saint-Germain est terminée. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'accidents, mais aujourd'hui, les joueurs de football vont avoir envie de venir peut-être au Paris Saint-Germain pour d'autres raisons que l'aspect financier. Pas uniquement l'aspect financier. Jusqu'à présent, c'était d'abord ça, tout le monde le sait. Et surtout, tu as Neymar et Mbappé, dont le contrat arrive à échéance dans 2 ans, qu'il faut absolument prolonger, et qui aujourd'hui semblent heureux, et qui sont en train d'écrire un destin commun, qu'on le veuille ou non. Un destin, on sent cette affection. Et peut-être que les choses sont en train de se retourner en faveur du Paris Saint-Germain, peut-être que donc Mbappé, Neymar, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils vont rester plus longtemps dans le championnat de France, et alors ça a un impact forcément sur notre Ligue 1. Parce que le Paris Saint-Germain, tu l'auras noté, joue à peu près 38 matchs par saison, et 38 matchs avec même Mbappé et Neymar, c'est mieux que 100. Alors sur les deux Très rapidement, sur les 2 cas qu'il a évoqués, j'ai beaucoup plus de doutes sur un cas que sur l'autre. C'est-à-dire que Mbappé, effectivement, a dit que pour tenir ses objectifs individuels, il fallait que le club brille en Ligue des Champions, que ça compterait dans son choix. Il a toujours effectivement mis la réussite en Ligue des Champions au centre d'une éventuelle prolongation. Il s'exprime là-dessus. Non, il a en fait, il veut le Ballon d'Or, et si tu veux le Ballon d'Or, il faut gagner la Ligue des Champions. Si le PSG peut lui permettre de faire ça, ça change beaucoup de choses. Les votes sont clos pour élire les joueurs des demi-finales. Alors le verdict, qui gagne
Alors vous savez que c'était des votes organisés par l'UEFA. Les internautes avaient le choix entre 2 joueurs du PSG, Neymar Di Maria, 2 joueurs du Bayern, Lewandowski, Gnabry, on oublie Leipzig et Lyon. C'est Serge Gnabry, sans surprise, le double buteur face à Lyon, qui avait déjà été élu homme du match face à l'OL. Il a été élu homme de ces demi-finales. Il a également reçu le prix du plus beau but, vous vous souvenez, pour sa frappe en pleine lucarne qui avait laissé Anthony Lopez sur place. La Ligue des champions féminines dispute son tournoi final ce week-end et c'est en Espagne que ça se passe. Et là, je vais vous embêter avec ça pendant plusieurs jours, mais ça a commencé déjà ce soir avec les victoires du Barça sur l'Atlético avec un but de Keira Amraoui, l'ancienne parisienne, et de Wolfsburg qui se retrouveront en demi-finale. Et donc demain, ce sera au tour des clubs français. Comme chez les garçons, Lyon et Paris sont de la partie. Là, ce sont les Parisiennes qui sont arrivées en Espagne. Ça se passe à San Sebastián dans le Pays Basque, sur les terres d'Irene Paredes. Elles ont toutes pris leur quartier. Bernard Mendy a dégusté du chorizo, c'était important de le préciser. Paris, ce sera Arsenal demain soir, l'adversaire. Quant à Lyon, les tenantes du titre, Wendy Renard et ses coéquipières étaient déjà à l'entraînement à Bilbao ce matin, avec Eugénie Le Sommer, avec toute la clique. En revanche, Ada Gerberg, la première ballon d'or, ne figure pas dans le groupe pour le match. Elle est encore un petit peu blessée, la Norvégienne. Le match pour Lyon, ce sera face à Bayern demain soir. Ça vous rappelle des souvenirs? Eh bien, Jean-Luc Vasseur, le coach, aussi. Écoutez-le en conférence de presse Zoom. Oui, il y a une rivalité, il y a une opposition de club à club. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé à nos garçons, on va tout faire pour pas que ça nous arrive. Et justement, tu parlais de revanche. Oui, petite pointe de revanche en nous. Il y a d'autres choses qui nous animent, mais en l'occurrence, il y aura cette petite pointe aussi de changer aussi le cours des matchs OL Bayern. On apprend des choses. Je ne savais pas que Tom Cruise jouait dans le projet Blair Witch. Sébastien, vous vouliez évoquer la Ligue des champions féminines, c'est ça? Non, mais on est d'accord que donc là, les recrues peuvent participer à ce tournoi, on est d'accord? Oui. Mais c'est donc le grotesque absolu de ce tournoi qui est inutile, inintéressant et proprement scandaleux par rapport à l'histoire du sport. C'est valable aussi, je crois, dans le handball. Donc il y a des joueurs, par exemple, qui étaient au Paris Saint-Germain, qui pourraient jouer contre le Paris Saint-Germain dans le Final Four de Ligue des Champions, je crois, qui aura lieu dans quelques semaines. Et là, on se retrouve dans des situations abracadabresques où le business, le pognon, prend le dessus sur tout le temps. Et c'est bien, c'est valable aussi chez les filles. Les playoffs continuent à NBA. Quelles sont les images marquantes de la nuit, France? Petite session de rattrapage pour Ludo Obradia qui n'a rien suivi. Les Los Angeles Lakers sont égalisés dans la série qui les oppose à Portland grâce à une écrasante victoire 111-88. 31 points pour Anthony Davis, meilleur marqueur, avec également 11 rebonds. Et puis grosse frayeur en revanche dans le camp adverse pour Damian Lillard, le MVP du restart. Il s'est disloqué l'index gauche sur cette action. Il a dû quitter définitivement le parquet. Alors pas de fracture heureusement, mais il est sorti très en colère, le numéro 1 des Blazers. Et puis toujours à Portland, a souligné les tout premiers pas en play-off du français Jalen Howard, 21 ans. C'est lui qui met les 2 paniers. Là, je voulais vous le montrer parce que c'est toujours important. Il a disputé ses 12 premières minutes en play-off. Autre résultat, la deuxième victoire de Houston qui mène 2-0 dans sa série face au Thunder. Et pourtant, ils étaient menés pendant les 3 quarts temps. Les Rockets, toujours privés de Russell Westbrook, avant de renverser le score 111-98 grâce à James Harden, bien sûr, 21 points. Mais tout le collectif a été extrêmement régulier. 7 joueurs de Houston ont mis 10 points dans le match. Les 2 équipes se retrouveront samedi soir pour le match 3. Et puis juste pour être vraiment complet sur l'actu NBA, sachez que la lottery, vous savez, la loterie, elle a eu lieu cette nuit en visioconférence et c'est Minnesota qui a été désigné comme premier choix de la draft 2020. C'est donc Minnesota qui pourra choisir en premier son futur jeune universitaire de talent. C'est beau d'être bilingue. La fin du tour du Limousin cet après-midi sur le 30 France. Oui, pas besoin d'être bilingue pour le tour du Limousin. La victoire finale, on va voir les images pour l'Italien Luca Vaccarman qui a pu soulever son vélo avec son maillot jaune. Il avait déjà le maillot jaune au départ. À 28 ans, le coureur de l'équipe Vinizabur KTM est monté sur la plus haute marche du podium à Limoges. La 4e et dernière étape qui s'est déroulée entre Saint-Pardoux et Limoges a été remportée par un autre Italien, décidément au sprint, Alessandro Fedeli, avec 4 secondes d'avance sur Rui Costa. Après la chute spectaculaire en MotoGP le week-end dernier, le Français Johann Zarco a été sanctionné. C'était lors du Grand Prix d'Autriche, le week-end dernier. On a tous en tête les images impressionnantes de cet accrochage spectaculaire entre Zarco et Morbidelli. Le Français a été entendu hier par les commissaires de course. Finalement, sanctionné pour sa conduite jugée irresponsable. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est apte à prendre le départ. Il a quand même été opéré du poignet. Mais la mauvaise, c'est qu'il partira de la voie des stands dimanche. Voilà, c'est ça la punition. Merci France. À plus tard. Tout à l'heure. Neymar contre Neymar, l'ancien Parisien. Ricardo, ancien coach de Bordeaux, dans l'équipe, juge le niveau de Neymar. Je pense que Neymar n'a jamais été aussi bon
dans sa carrière, ce Neymar-là est-il donc plus fort que le Neymar dont on a l'image en tête, le Neymar du FC Barcelone? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. 6-4-4. C'est un super duel jingle. Ce Neymar-là est-il plus fort que le Neymar de Barcelone? Oui, Bob Tari et Ludovic Obraniak. On est bien d'accord? Ludo et Bobby, qui commence? Je crois que Bobby veut commencer. Bobby, faites gaffe parce que quand il est lièvre, ça va vite. Hein. Non, Grégory Schneider, Dave Apadou, qui commence? Greg va les soulever, je vais les découper ensuite. Oh d'accord, ok. Attention quand même parce que Bob est très rapide. Vous répondez oui, Bob, c'est à vous. Aussi fort, voire plus. Ok. Pas très Vous convaincu. votez pour qui? Bob Tari et Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak, déjà convaincu par lui-même. Oui, Donc, bah, c'est bien. déjà bien, je veux dire. Déjà, Ça fera au moins un. Voilà, déjà, Parce que même Bob, déjà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ou alors Grégory Schneider et Dave Apadou, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président Tarago a commenté parfois certains avis. J'aimerais avoir son verdict désormais. Non, mais Ludovic Obraniak, il a trouvé ses petits camarades pas convaincants du tout, pour ceux qui n'ont pas entendu devant leur écran de télévision, mais ça tombe bien, c'est pour ça qu'il n'est pas président. Et il a toujours été sur le côté, vous savez, pour rentrer avec son pied gauche. C'est un bon entrant. Et là déjà, il va chercher sa vengeance pour l'après. En parlant de côté, tu partais sur un terrain très glissant. Faites gaffe qu'il ne rentre pas dans l'axe. Donc le point, il va aller chez Schneider Apadou et je veux dire pour moi très facilement. J'avoue que ça aurait été difficile de me convaincre. Mais quand j'entends que Neymar était un lieutenant et qu'il n'était surtout pas un leader, alors là je tombe de ma chaise parce que la remontada porte son nom, tu l'as dit, mais la finale, enfin la victoire en Ligue des Champions en 2015, elle porte aussi son nom. Cette année-là, c'est 10 buts en Ligue des Champions, Neymar. Il est extraordinaire. Il est porté par une équipe qui n'a pas là. À la Coupe du Monde au Brésil, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Alors, avant, il y a eu Maradona, il y a eu... Mais de mes yeux, en 20 ans, je n'ai jamais vu une équipe portée par un homme, Neymar, à ce point. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, il est très très fort, il est formidable. Et d'ailleurs, tu es allé un peu sur l'avenir, où tu disais, c'est intéressant, peut-être qu'on parlera autrement dimanche soir, j'espère. Mais aujourd'hui,
la victoire en Ligue des Champions, il l'a déjà gagnée et il l'a gagnée avec le FC Barcelone. Je peux juste dire. Bah non, mais non, juste un mot. Il aime pas la défaite. J'ai rarement vu un joueur qui, dans beaucoup d'équipes, c'est le collectif qui fait briller les individualités. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, lui, c'est une individualité qui fait briller son collectif. Mais et ça change beaucoup de choses. Parce qu'à Barcelone, il était dans des conditions de jeu où il jouait dans un fauteuil. Il y avait tout le travail préparatoire. Il agit juste à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Yes. Là, il vient chercher le ballon quasiment au milieu de terrain. C'est lui qui crée tout. Il est à la fin des actions. Contre le PSG, il fait tout. Non, attendez, j'ai un petit truc à... un match. On parle au Brésil, on y est. Oui, non, mais je sais, mais là, il n'a pas fait tout. Il n'a pas fait tout contre l'Atalanta et l'Atlético. Il y a une émission parallèle. Ouais, j'aimerais qu'on montre une photo. La photo, c'est Neymar, Barça. Voilà, Neymar, Paris Saint-Germain. La photo du Neymar au Paris Saint-Germain, c'est pendant ce Final 8. Est-ce que vous voyez une transformation ou pas? C'est moins évident qu'à une perte de la saison, j'ai l'impression déjà. Non, c'est moins évident. Quand il revient contre Dortmund, je me souviens, quand il joue le match contre Dortmund, il est à la limite de ce qu'on peut attendre d'un joueur. Enfin, il est même pas comme on le voit là. Il est quand même bouffi. Bon, après, c'est comme par hasard, il met 2 buts sur 3. Ouais. Bon, mais c'est pas ce joueur-là. Par rapport à ce qu'il a dit, je voudrais dire quelque chose pour ce qui est de porter le poids. Pour ceux qui étaient au Brésil, c'était ouf. C'est-à-dire qu'il était de toutes les conférences de presse, il était de toutes les campagnes de pub. Une fois, j'ai vu, c'était contre le Cameroun, il y a quelqu'un qui a commencé à l'interviewer au retour du vestiaire, donc à la mi-temps, et ses joueurs sont revenus, il était encore en interview. C'était à la fois la tête de pont marketing, le buteur, le leader, le capitaine. Je n'ai jamais vu un joueur porter ce poids-là de ma vie. Bob Tari. Moi, je vois le changement dans sa maturité. Ouais. Depuis plusieurs mois, on sent qu'il y a eu un déclic qui s'est passé. Et il est plus mature, il y a plus d'épaisseur dans son jeu, c'est plus constant. Et surtout, il prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de Verratti, c'est mieux de l'avoir avec que sans. Si on enlève Neymar de cet effectif-là, c'est le désert de Gobi. On est d'accord? Donc, là où je dis qu'il est plus mature, c'est sur l'aspect psychologique. Il sait le poids qu'il a sur ses épaules dans cette compétition à proprement dit. Parce que tous les projecteurs sont bien entendu sur Kylian. Mais le facteur X, le détonateur de cette finale-là, ça ne sera pas Thomas Müller. Hein. Ça sera la capacité. Non, mais ça, c'est un autre débat. Mais non, attends, savoir si c'est le joueur de la finale. Oui, ça c'est sûr. Pourquoi il dit pourquoi il est plus fort? Pourquoi? Tuchel, il fait quoi? Tiens, t'as les clés. Ouais. Mais en sélection brésilienne, ils ont fait en sélection brésilienne. On parle à Barcelone. C'est la même période. Attends. Est-ce qu'à Barcelone, on lui a dit tiens, tu as les clés? Il les a prises. Il les a prises contre le PSG, il les a prises en 2014-2015 pour aller gagner la Ligue des Champions. Mais là, il les a pas sur 1, 2, 3, 4 matchs. Là, il a compris, parce que là, le match de dimanche, c'est un des matchs les plus attendus de sa carrière. C'était pour l'instant, il y a eu 2 matchs. C'était pas un et tu peux pas oublier une chose. Il a quitté Barcelone. C'est pas les 2 matchs. Il donnait pas le même salaire depuis plusieurs semaines. Mais tu peux pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, Neymar, mais je t'assure. Neymar, je l'ai trouvé comme vous, évidemment, extraordinaire dans le jeu en quart de finale et en demi-finale. Ok, jamais vu comme ça au Paris Saint-Germain. Je suis d'accord. Mais on est en train de dire, est-ce qu'il est meilleur que celui du Barça, qui donc a réalisé une prouesse exceptionnelle contre le Paris Saint-Germain et qui a gagné la Ligue des Champions en 2015? Je réponds non, parce qu'on ne peut pas oublier son déchet inexplicable devant le but en quart de finale et en demi-finale. Et à un moment, tu regardes la performance globale, puisque là, on est en train de parler du top mondial. Ouais. On cherche la petite bête. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'il ait raté des occasions absolument surréalistes. Et dans la comparaison, est-ce qu'on peut prendre l'âge aussi en compte? Parce que quand il est au Barça, il a 25 piges. Là, il en a 28. Je trouve que faire... Pour moi, je revois des actions du Barça, ou quand il était au Barça, je les revois là 4 ans plus tard. C'est pas donné à tout le monde de rester dans une capacité. Oui, mais c'est pas à 35 ans qu'il le fait là. 28 ans. Attends, c'est un jeu il a un jeu hyper exigeant. Il revient de 2 blessures, donc ça faut en parler. Ouais. Parce que deux fractures du pied, il faut revenir à un niveau où tu étais avant. Est-ce que c'est plus méritoire? Ça c'est autre chose. Ludovic et Aidé, je vous mets sur pause parce que Sébastien nous posait une question sur son déchet plutôt surprenant, incroyable, face au but dans ce tournoi. Et on était passé à Ludo et à Dave. Vous aviez une explication? Alors, pour moi, pas sur toutes les actions, mais c'est un manque cruel de lucidité.
il fait plus les mêmes efforts qu'il faisait à Barcelone. Vous vous rendez compte les efforts physiques qu'il fait durant un match en ce moment avec le Paris Saint-Germain? L'occasion incroyable, c'est à la troisième minute. Non, mais Ça après, arrive. Oui, après, même si c'est un match tous les 4 jours, l'intensité que demandent ces matchs-là, d'un point de vue physique et psychologique, elle est dingue. Hein. Tu sais, moi, hier, on en a parlé. Pour moi, la finale, la clé, c'est pas le physique. Hein. C'est la fraîcheur mentale que chaque équipe pourra trouver ou pas pour aborder cette finale. Parce qu'elles sont prêtes. Hein. Elles vont jouer sur de la fatigue, sur la nervosité. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la lucidité devant le but sur le peu d'occasions que le Paris Saint-Germain aura durant ce match. C'est ça qui va faire la différence. Et sur l'aspect lucidité de Neymar, moi, je ne dis pas que sur la 3e minute du match, c'est de la lucidité parce qu'il a fait très peu de kilomètres. Mais force est de constater qu'il ne ménage pas ses efforts. Non, mais Bob, c'est pas le même joueur. Bob, c'est pas le même joueur, il ne ménage pas ses efforts. Mais parce que là, on est en train de le comparer avec le Neymar qu'on a vu en France. Mais le Neymar à Barcelone, il était sur un côté et il bossait. Hein. Non, il bossait. Et en plus, je trouve que ça lui coûtait plus de ne pas avoir les clés que de les avoir. C'est-à-dire qu'il a quand même pris sur lui-même. C'est-à-dire quand il est arrivé à Barcelone, il fallait quand même qu'il monte pas le blanche, il fallait quand même qu'il s'inscrive dans les jeux collectifs les plus aboutis qui soient. Tout ça, c'est difficile. Il fallait qu'il reste. C'est du jeu de position. C'est-à-dire qu'un mec comme Neymar, tu lui donnes la liberté, c'est ce que tu peux faire de mieux pour lui. Là, il ne pouvait pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces efforts qu'il a fait sur lui-même ne doivent pas amoindrir ses pertes de gagne l'époque. ce super duel, mes petits. Sacrément fort parce qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression de redécouvrir que Neymar est un joueur unique. Neymar, au Barça, ça demeure encore un petit peu, par rapport à son âge, encore un petit peu supérieur. Voilà. 52, 48. Le Mercato Express, juste avant, un petit crochet, peut-être Mercato, une info, une indiscrétion de France Piron. Eh bien, vous en saurez plus dans l'équipe, chers abonnés, mais dès ce soir, je peux vous dire que Benjamin Pavard plaît pas mal au PSG et à Leonardo. Le directeur sportif ne cache pas en privé apprécier le profil du joueur. Vous disiez que ça manquait de joueurs français tout à l'heure à Paris, ben, ça tomberait plutôt bien. Alors, aucune démarche concrète, hein, on s'emballe pas, mais le défenseur du Bayern figure dans la liste de Leonardo au poste de latéral droit. Juste, j'ai regardé, on parle d'une valeur de 45 millions d'euros pour eux. Pavard plaît au Paris Saint-Germain. Je me souviens plus du prochain match. Ah, c'est contre le Bayern de Pavard. C'est peut-être le Bayern, ouais. Ah, est-ce que c'est un hasard? C'est une coïncidence? C'est quoi? Je crois qu'on a tellement fait le coup au PSG à chaque fois qu'il croisait le Real, machin. Ah ben le Real s'intéresse à Mbappé, à Neymar, à d'autres. Enfin.
Pelé, il prend beaucoup de place. Quoi. Alors qu'il il n'est pas invité à la table, comme dirait Antoine Griezmann. Ah bah justement, tiens, Coman a parlé d'Antoine Griezmann. C'était pas un ailier très Je ne crois pas à la nationalité. Je parle pas d'une nationalité. Là, je dis pas parce que ce sont français qu'il faut partir. Je dis juste que les Français, dans la globalité, par rapport à leur performance de la saison, ils sont pas aptes. J'avais pas compris. Ils sont pas en position de force pour revendiquer quoi que ce soit. Mais c'est pas par rapport aux Français. Les petits, le championnat de France a officiellement commencé ce soir. Nantes-Bordeaux, ou plutôt Bordeaux-Nantes. Résultat, France et images. Ça nous avait manqué, Mémé. Ah oui. Bon petit 0-0 pour ce vendredi soir. Mais les Se connecter avec Johan. Oh là. Oula. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, généralement, c'est un peu la table ouverte. On n'a pas été beaucoup dérangés. Donc, ça voulait dire que c'était vraiment la soupe à la grimace, les amis. Hein. C'était compliqué. C'était un faux départ. En tout cas, pour cette Ligue 1, on peut le dire comme ça. Pas de but, très peu d'occasions. Un tir cadré seulement par équipe. Dans ce match qui a été aussi perturbé, en tout cas changé avec ce carton rouge dès la 20e minute. Mais Nantes, pour autant, n'en a pas profité. On avait l'impression pratiquement d'avoir vu un match amical de préparation justement de saison. Et c'était impossible quand on regarde le match de savoir qui jouait à 10, qui jouait à 11. Nantes a été très très décevant parce qu'ils ont été tellement longtemps en supériorité numérique. Alors comme un petite lueur, c'est Chirivella, le joueur, la recrue qui jouait à Liverpool, ou plutôt qui ne jouait pas à Liverpool. Et on sent comme il est terrain, comme il y avait un petit travail. Mais sinon, aucune émotion, extraordinairement décevant. Merci les amis, très bonne soirée. La Ligue 1 repris, qu'on se le dise. Inter-Séville ce soir, c'est la finale de la Ligue Europa. Lundi, l'Inter balayait le Shakhtar Donetsk 5-0. L'impression laissée par l'Inter est que cette équipe colle un peu avec son époque, avec ces jeux de transition létale. Mais voilà, l'Inter tombe sur le spécialiste, le FC Séville, donc vainqueur de 5 Ligues Europa. C'est tout simplement le record. L'Inter va-t-il battre ce soir le spécialiste? Qu'en pensez-vous? C'est fort possible. Ah, c'est fort possible? Oui, c'est fort possible. Alors, faut pas. On a que 30 secondes, donc allez-y. Donnez tout. L'heure n'est pas faste pour le foot espagnol, quand même. C'est-à-dire que Séville a fini 3e d'un championnat où le Barça était pompé. Le Real. C'est un contre-argument, lorsque vous... Oui, mais le Real est un petit champion. Il faut quand même avoir vu les matchs. Hein. Donc Séville va gagner? Non. Au contraire, c'est-à-dire que justement, je dis l'inverse, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un championnat plutôt à marée basse. Ils ont été dominés par des équipes parce que après confinement ou pas confinement, le Barça c'est quand même en dégringolade depuis 4-5 saisons. Donc Séville va perdre. Mais en tout cas, je pense que c'est le moment. C'est le moment pour perdre. Non, c'est le moment pour l'Inter. Pour que l'Inter de Milan la ramasse. Ah d'accord, c'était en creux. Nous on l'avait compris. Ah oui, nous direct. Ah oui, Vous écoutez trop ça fait longtemps que j'ai il y a un problème de connexion. Fut un temps qu'il y avait un club espagnol qui s'avançait en Ligue Europa, en Ligue des Champions et tout. Voilà, c'était comme si tu passais Polytechnique. L'époque a changé. Tu m'as bluffé là, Greg. L'époque a changé. On peut pas donner un point gratos comme ça. Bah aussi, vous pouvez. Je te donne un point. Et tu sais quoi? C'est ta meilleure démonstration depuis le début de la soirée. C'est votre délire, ouais. Mes petits, l'époque a changé? Ouais, et puis surtout, si on évite d'extrapoler sur l'époque, les tendances, machin, je trouve que l'Inter dégage une puissance là en ce moment. Alors c'est personnifié par Lukaku, mais Lautaro Martinez, qu'on pensait un peu la tête ailleurs depuis des rumeurs de transfert. Est-ce que c'est la seule équipe de Ligue Europa qui pourrait jouer au niveau supérieur dans ce que vous voyez? De toute façon, au départ, c'est une équipe construite pour la Ligue des Champions. Hein. D'ailleurs, ils étaient dans un groupe très relevé. Dortmund et Barcelone à ce moment-là, voilà, c'était quand même un groupe. Et ils avaient fait leur match. Moi, je les vois favoris. Ok, mes petits. Bon, on va mettre ça par écrit. Enfin, par écrit. On va mettre ça directement. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. J'ai entendu un oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Inter-Séville, score final, Ludovic Obraniak. Score final, pas la mi-temps. Hein. Non. Inter-Séville, score final, Ludovic Obraniak. 2-1 Inter de Milan. Dave Apado. 2-0 Inter. Grégory Schneider. 1-0 Inter. Bob Tari. 3-1 Inter. Sébastien Tarago. 2-1 au Campos. Et un buteur annoncé. Ah ouais. Bravo, président. Et dans quelques minutes, la suite de notre antenne, c'est une soirée pétanque. On se retrouve